Bonjour, nous allons vous présenter aujourd'hui une étude réalisée par les équipes de Geolink sur la thématique de la digitalisation des métiers du développement économique. Moi, je suis Estelle Le Toquin, je suis responsable du web marketing chez Geolink. Donc tout d'abord, cette étude est partie d'un constat, à savoir que les comportements des entreprises ont évolué ces dernières années. Et on remarque en fait que les porteurs de projets sont de plus en plus présents sur Internet. Quelques chiffres pour l'illustrer. On voit que 90% des porteurs de projets consultent d'abord Internet dans le cadre d'un projet d'implantation et ils consultent en moyenne 4 à 5 portails dans le cadre de leur recherche. On a même vu certains PDG, celui de la société Le Bon Coin par exemple ou encore d'OVH, qui ont annoncé des projets d'investissement ou d'implantation via les réseaux sociaux, en l'occurrence sur Twitter. Ce qu'on observe aussi en termes d'évolution, c'est qu'on capte via Internet des projets de plus en plus qualitatifs. Ça, on l'a remarqué sur nos plateformes internes à Geolink, que ce soit la plateforme parcdactivité.com qui réunit plus de 200 000 visites par an, ou encore sur nos sites internationaux. Pour vous donner une indication, nos plateformes Internet représentent à peu près 50% des projets captés chaque année. Donc des projets de plus en plus qualitatifs. D'ailleurs, à titre d'exemple, on peut vous citer récemment une implantation dans l'Aube de la société Garnica, qui est un groupe espagnol et qui a été en fait détecté sur Internet et qui générera à terme plus de 300 emplois. Donc il n'y a pas que des petits projets sur Internet, on a 40% des projets qui sont des projets à plus de 15 emplois et 20% de projets à capitaux étrangers. Donc par rapport à ces constats qu'on a pu réaliser, on s'est posé la question de savoir si les pratiques des agences de développement économique étaient en adéquation avec ces évolutions. Et c'est pour cette raison que nous avons réalisé une enquête auprès de nos clients. En termes d'objectifs, nous étions fixés 3 objectifs principaux. C'était de dresser un état des lieux des usages et pratiques liés au digital dans le cadre des missions de développement économique, de comprendre les perceptions de ces outils par les acteurs du développement économique, et enfin d'analyser les éventuels freins et réticences concernant leur généralisation. En termes de méthodologie, nous avons réalisé 15 entretiens qualitatifs, donc dans la durée, d'une durée de 30 minutes minimum, réalisés par téléphone auprès d'acteurs du développement économique. Et nous avons ventilé l'échantillon de la plus petite échelle, à savoir la communauté de communes, jusqu'à l'échelle régionale. Oui, c'est reproduction. Donc, quelles sont les pratiques digitales qu'on a pu relever aujourd'hui? D'abord, ce qui est important de préciser, c'est que la digitalisation reste une notion floue et le périmètre est assez mal défini. Mais finalement, si on veut donner une définition quand même, on peut dire que ce concept évoque en fait la généralisation des outils et pratiques liés au digital. Et ce concept de digitalisation repose en fait sur l'utilisation d'une variété de leviers que l'on a classés ici du plus basique au plus avancé. Donc le site web, c'est vraiment la base que tout le monde va avoir. On va voir que les utilisations peuvent différer, mais en tout cas tout le monde a un site web. Ensuite, il y a l'emailing, donc que ce soit l'envoi d'emails ciblés ou la newsletter. Les réseaux sociaux, publication et diffusion de contenu sur les réseaux sociaux. Le référencement, que ce soit du référencement naturel ou payant, ou encore des applications. Et là, on est dans un cas d'usage qui est très très rare, puisqu'on a rencontré une seule collectivité qui nous a dit utiliser des applications. Tout d'abord, un premier enseignement de cette étude, c'est que la situation du digital est relativement paradoxale chez les acteurs du développement économique. Pour tout le monde, c'est un levier majeur, mais beaucoup d'acteurs ont l'impression de faire le minimum. Deuxième paradoxe, le digital est assez peu développé d'un point de vue institutionnel, donc il n'est pas pris en charge au niveau institutionnel. Par contre, au niveau personnel, il imprègne les façons de travailler de chacun. En fait, finalement, tout le monde fait du digital, que ce soit dans la dématérialisation des supports. Maintenant, la presse, c'est quasi la totalité des personnes qui lisent la presse sur Internet et non plus en version papier. De la même façon, quand on fait une publication presse, c'est aussi sur les versions numériques plutôt que sur les versions papier. Les prises de contact avec les porteurs de projets également se font souvent via les réseaux sociaux, puisque ça permet des contacts plus rapides, plus personnalisés, plus immédiats.
Et donc, on a du mal à concevoir de prendre contact avec des porteurs de projets dans un autre cadre que le cadre digital. Et puis, le digital permet aussi de vérifier les informations sur les entreprises prospectées, que ce soit sur LinkedIn ou sur société.com. Le fait que le digital ne soit pas pris en charge par l'institutionnel a une conséquence, c'est que le domaine reste assez peu formalisé. Donc on l'a vu ça sous 3 angles. D'abord sur l'angle budgétaire, l'angle stratégique et enfin du point de vue des indicateurs. Donc on va développer ces 3 points. Du point de vue des budgets, c'était assez compliqué d'obtenir une réponse sur le budget consacré au digital. D'une part parce qu'on l'a vu, la définition de ce qu'est le digital ou la digitalisation est assez floue, mais aussi parce que souvent l'information n'existe pas en fait. Il n'y a pas de consolidation du budget consacré au digital. Et il était assez rare qu'on puisse me donner un chiffre précis. Le plus souvent, quand on essaye d'évaluer ce budget, on se contente de la part entre guillemets visible, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre en compte le temps passé, que ce soit des personnes dévolues au digital ou bien le temps passé dans le cadre d'autres missions à utiliser les outils digitaux. Et donc cette part visible, souvent, on a la volonté de la réduire au minimum, c'est-à-dire qu'on va utiliser des outils gratuits. Il y a très peu de stratégies de référencement qui sont payants qui sont mises en place. Donc comme je vous donne quelques citations là, qui m'ont été dites, nous n'utilisons que des versions gratuites, par exemple, dans une métropole. Ou encore, on n'a pas de point de vue global sur le budget, les informations ne sont pas accessibles rapidement. Autre domaine assez peu formalisé, finalement, là, c'est la stratégie digitale. Dans la plupart des cas, les acteurs interrogés, en effet, me disent que les publications s'effectuent en fonction du temps disponible et des événements. Il n'y a pas vraiment de calendrier éditorial, et même au-delà de ça, il n'y a pas vraiment de ligne directrice forte ou de guidelines écrits pour gérer les publications, la présence digitale. C'est tant sur le fond, donc en termes de contenu, que sur la forme, donc sur par exemple le référencement naturel, comment optimiser le référencement naturel. Il n'y a pas de consignes précises pour optimiser cette présence. Dernier point, c'est sur les indicateurs. Là encore, on a une vision assez peu formalisée et souvent concentrée sur le volet visibilité, c'est-à-dire qu'on va suivre éventuellement le nombre de visites, le nombre de pages vues, la durée passée sur telle ou telle page, la provenance des visiteurs, s'ils proviennent de réseaux sociaux ou d'autres sources, mais on va très peu analyser le volet performance, à savoir le nombre d'appels et de formulaires par exemple, ou le taux de conversion en projet. On m'a dit par exemple on a peu de visibilité sur les retombées concrètes, ou encore on n'a pas de tracking précis des sources. Effectivement, dans ce cas-là, on comprend que le degré de performance de la présence digitale est assez difficile à évaluer en l'absence d'indicateurs. Finalement, c'est aussi pour ça que la présence digitale est largement dédiée à la promotion des territoires et non à la prospection économique, puisque qui dit prospection dit stratégie beaucoup plus formalisée, beaucoup plus stricte et aussi beaucoup plus contrôlée en termes d'indicateurs. 2 exemples assez parlants, les sites web. On a vu que la moitié des sites web sont des sites vitrines, donc avec une démarche plus institutionnelle qui ne sont pas optimisés pour générer des contacts. Et seulement une moitié, du coup, l'autre moitié est véritablement orientée performance, c'est-à-dire qu'ils ont pour objet principal de générer du contact. Autre exemple assez parlant, c'est la newsletter. Toutes les newsletters existantes avaient pour vocation de créer du lien, d'animer le réseau des entreprises déjà implantées. Mais pas, en fait, aucune newsletter n'exploitait une base de prospects ou n'avait vocation à prospecter des nouvelles entreprises. Du coup, qu'est-ce qui se passe sur la prospection? Mais finalement, il y a encore beaucoup de offline. Il n'y a pas eu ce que j'appelle une révolution digitale dans la prospection.
Et cela s'explique aussi parce que la prospection s'effectue encore largement auprès des entreprises endogènes. Donc ça explique, il y a cette notion de proximité qui fait que le contact physique, le réseau fonctionne éventuellement mieux que les outils digitaux. Donc qu'est-ce qu'on dit quand on parle de offline? On parle du réseau, donc comme je viens de le dire, c'est encore considéré comme un pilier de l'activité de prospection, voire le seul levier qui apporte des résultats concrets. Deuxième élément phare, les salons qui sont fréquentés par la majorité des acteurs, mais c'est vrai qu'il y a de forts questionnements sur leur rentabilité. Quand on voit les budgets que cela nécessite pour participer, souvent on se pose la question de savoir s'il faut maintenir cette présence au salon ou pas. Ceux qui arrivent à mieux s'en sortir a priori, ce sont les régions qui bénéficient d'une notoriété spontanée plus forte et qui peuvent plus facilement tirer leur épingle du jeu sur un salon où il va y avoir énormément d'acteurs qui vont être présents. Enfin, dernier élément de offline, ce sont les relations presse, où là on a l'impression d'avoir des retombées concrètes puisqu'on a de la visibilité dans les journaux. Finalement, on a identifié plusieurs freins structurels à la digitalisation qu'on a classifiés sous 3 catégories principales et qui empêche le développement d'un mouvement plus global de digitalisation dans les métiers de la prospection économique. C'est un frein législatif, un frein économique et enfin un frein RH ou organisationnel. Le frein législatif, ça va parler à tout le monde, forcément. La loi NOTRe, qui a eu des conséquences importantes sur l'organisation des missions de développement économique. Donc on parle là de regroupement, de remaniement des services. Et dans certaines structures, et notamment dans les structures à l'échelon infra-régional, la réforme n'est pas forcément toujours aboutie, ce qui peut créer un climat d'instabilité. On ne sait pas encore ce qui va réellement se passer dans les mois ou dans les années qui viennent. Forcément, cela a une conséquence directe, c'est que de nombreux projets restent en attente, y compris dans le digital, par exemple des refontes de sites ou encore des créations de postes, puisque comme les orientations ne sont pas définies à moyen long terme, on ne peut pas prendre des décisions qui vont engager les équipes sur ces périodes. On m'a par exemple dit l'agence va être intégrée à une autre entité fin 2018, donc les projets sont en stand-by dans un département. Autre frein, le frein économique, c'est très lié évidemment, puisque on est dans un contexte de restructuration et les budgets et les effectifs sont souvent revus à la baisse. Le digital n'est pas priorisé par rapport à ce qu'on considère le cœur de métier, comme on vient de le voir, le offline, globalement, les salons, l'événementiel. Et puis, donc d'un point de vue strictement économique, il peut aussi s'avérer difficile de lancer des chantiers digitaux de grande envergure qui engagent des investissements qu'on juge relativement importants. Ce qui peut paraître étonnant puisque par exemple le budget d'un salon peut être très important par rapport à un budget de mise en place d'un outil digital, mais c'est vrai que pour le digital, parce que ça sort un peu du cœur de métier perçu, ça va être plus difficile de lancer des grands investissements. Donc sur ces deux freins, il est assez difficile d'agir. Il y a un troisième frein sur lequel il est plus facile d'agir directement, c'est le frein RH ou organisationnel. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte pendant notre enquête, c'est que la maturité digitale dépend en fait en grande partie de l'impulsion du directeur ou du président de la structure. Et dans ces cas-là, ça rejoint ce qu'on vient de dire, on peut aussi limiter volontairement les investissements dans le cas où on craindrait ou on anticiperait un changement de direction et on pourrait s'imaginer que les projets ne seraient pas menés à bout. On m'a cité par exemple le cas d'un outil de CRM qui avait été acheté et qui finalement n'a jamais été mis en place parce que le directeur a changé, personne ne s'est approprié le projet et du coup les équipes sont un peu réticentes à remettre en place des grands chantiers puisque on a toujours cette crainte que la situation se reproduise. Évidemment, il n'y a pas que le directeur ou le président qui peut impulser la mise en place d'un mouvement de digitalisation. Il y a aussi les personnes au poste opérationnel qui peuvent être intéressées par ces sujets et avoir envie de les mettre en place dans leur quotidien. Mais dans ce cas, ils doivent convaincre les décideurs, donc les managers, les élus, et ça peut prendre parfois plus de temps pour faire pour
réunir tout le monde autour de ce projet digital. Mais ce qu'on voit, c'est quand il y a une personne opérationnelle qui est prête à mettre en œuvre la digitalisation, en général, le mouvement s'initie et se crée. Du point de vue des enjeux RH, en fait, les structures des équipes témoignent aussi de ce rôle un peu secondaire qu'on attribue au digital. Et finalement, on voit qu'il existe rarement un poste dédié. C'est quelque chose que tout le monde fait, comme on l'a vu, mais finalement, c'est quelque chose aussi que personne ne fait vraiment à fond. Quand on crée un poste, il peut être difficile de trouver un profil avec les compétences nécessaires pour l'occuper. Parfois, on a même des personnes, on va dire, qui sont entre guillemets parachutées, c'est-à-dire que c'est une personne qui va être désignée comme responsable du digital, mais qui ne va pas forcément avoir la formation ou les compétences pour, et donc qui devra se former avant de pouvoir vraiment pleinement occuper son poste. Autre solution, c'est l'externalisation, mais dans ce cas, forcément, on ne possède plus la maîtrise des compétences. C'est-à-dire que si jamais on veut avancer et si on veut faire mettre en place de nouveaux projets, dans ce cas, on est forcément dépendant d'une structure extérieure. Et la montée en compétences ne peut pas être drivée en interne. Donc là, je vous cite deux exemples de ce que je viens de dire. Dans une agglo, on m'a dit il y a un chargé de communication référent sur le sujet, mais il ne vient pas du digital, donc il a un fort besoin de formation. Ou encore, dans une communauté de communes, on attend que la community manager soit formée sur ces sujets. Là, c'était dans le cas d'une externalisation. On attendait donc que la personne monte en compétence pour pouvoir soi-même faire de nouvelles choses. Là, on a vu beaucoup de choses qui étaient négatives. Maintenant, je vous propose quand même de s'arrêter sur quelques bonnes pratiques qu'on a identifiées. On a vu que certains territoires étaient un peu plus avancés dans le processus de digitalisation. On a choisi quelques exemples de façon assez arbitraire, mais il y en a quand même beaucoup d'autres, je vous rassure tout de suite. Donc le premier exemple qu'on a choisi, c'est Yes We Van. Parce que là, c'est une stratégie de contenu qui est assez développée et qui est assez inédite dans le monde du développement économique. On voit qu'il y a énormément de contenus qui ont été créés et le site est particulièrement optimisé pour générer du contact. Donc il y a beaucoup de formulaires, de boutons, de liens, de ressources à télécharger. Enfin voilà, c'est vraiment une stratégie de contenu très élaborée et qui nous a semblé à sortir du lot par rapport à ce qu'on avait pu voir ailleurs. Deuxième exemple, c'est Rouen Normandie Invest, qui a une très forte présence sur les réseaux sociaux. Et là, il y a une présence sur Facebook qui est assez classique, sur LinkedIn et sur Twitter. Là aussi, ce sont un peu les trois sites majeurs sur lesquels la plupart des acteurs sont présents, hein, même si c'est pas forcément toujours très abouti. Mais surtout, Rouen Normandie Invest a mis en place une chaîne YouTube avec beaucoup de vidéos, et ça c'est vrai que c'est une démarche qui est assez rare et qu'on a voulu souligner, qui montre un degré de maturité sur le digital un peu plus poussé. Enfin, le dernier exemple qu'on voulait vous présenter, c'est Le Havre Développement. C'est un portail dédié à la prospection économique, un Plantéo, qui existe en parallèle en fait du site institutionnel. Donc c'est vraiment l'idée, c'était vraiment de créer un site pour prospecter les entreprises, un site dédié. Et ça, de la même façon, c'est une démarche qui reste encore un peu minoritaire dans le monde du développement économique. Voilà. Dernière proposition. Geolink, face à ces différents challenges et défis, vous propose aussi des ressources pour monter en compétence si vous aussi vous avez envie d'être plus présent sur le digital et de prospecter mieux les entreprises avec les outils digitaux. Nous avons mis en place la Digital Academy, qui est en fait un centre de formation et de ressources gratuites qui est accessible sur simple inscription sur notre site Geolink Expansion. Donc il propose des webinars, des livres blancs, des études, des workshops. Donc n'hésitez pas, nous allons maintenant vous présenter une petite vidéo qui va vous détailler un peu le contenu de cette Digital Academy, mais n'hésitez pas à vous connecter sur notre site pour en savoir plus. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à très bientôt.